Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va, je fais juste les annonces pour le live. Tac, je l'identifie. Et on y va. Oui, envoyer. Parce que du coup, on a hier eu l'annonce pour la première ministre, enfin, ça a été quand même pas mal attendu. On a eu pas mal de rumeurs sur différentes personnes qui ont été envisagées. Donc Elisabeth Borne en faisait partie. Il y a également Catherine Vautrin qui avait été envisagée. Ce qui semblerait que c'est abandonné parce que plusieurs de la majorité étaient rétifs à ce choix, du fait de la ligne politique de l'intéressé. Parce que Catherine Vautrin, elle vient clairement de la droite, d'une droite même dure, proche de la manif pour tous. Donc plutôt une droite qu'on attendrait aller plutôt vers Zemmour que vers Macron. Donc ces positions, voilà, homophobes, pouvaient gêner, pouvaient gêner, c'est le moindre qu'on puisse dire. Donc Catherine Vautrin, ça faisait grincer des dents comme chez certains, et le simple fait qu'elle ait pu être envisagée déjà par Macron sérieusement, c'est déjà limite inquiétant, parce que ça montre quand même des positions très droitières du gouvernement que Macron voulait mettre en place. En tout cas, qu'il a envisagé. Donc déjà, il y a ça, mais finalement, c'est Elisabeth Borne qui a été choisie. Elle a été ministre durant tout le quinquennat à des postes différents. C'est pas une politique de carrière à la base, c'est une technocrate, donc pas non plus quelqu'un du peuple qui connaît les conditions de vie des gens et qui a l'habitude voilà, du quotidien. Pas du tout. J'aurais même envie de dire au contraire, parce que voilà, c'est la technocrate elle a été préfète, elle a été dans des cabinets de ministres. Voilà, c'est pas élue politique, elle n'a jamais été candidate, elle n'a jamais été élue à quoi que ce soit. Ce qui est aussi un aspect qui peut être noté. Quand on voit qu'il y a des gens qui demandent à Jean-Luc Mélenchon est-ce qu'on peut être candidat, est-ce qu'on peut être Premier ministre sans être élu député, alors que des exemples, il y en a plein. Déjà, ne serait-ce que le Premier ministre qui était en place jusqu'à présent, certes, il a été élu, mais il n'était pas député. Donc déjà, t'as envie de dire, mais oui, on peut être Premier ministre sans être député. La preuve, celui actuel l'est. Donc voilà. Et la nouvelle l'est aussi. En plus, elle n'a jamais été élue à quoi que ce soit, jamais elle s'est présentée devant les électeurs. Comme Dominique de Villepin aussi, qui avait été dans le même cas comme Premier ministre sous Chirac, qui n'avait jamais été candidat ni élu à quoi que ce soit. Donc là, on a un peu voilà. De Villepin avait un autre profil, mais lui aussi un profil plutôt dans la diplomatie. Là, c'est un technocrate. Mais voilà, clairement pas un élu. Donc voilà, l'argument de il faut être député pour être ministre que certains journalistes semblent penser, bon, on a une preuve supplémentaire que c'est faux. C'est faux. C'est de la merde. C'est de la merde. Déjà, attendez, est-ce que je vais aller sur mon studio vidéo pour surveiller un truc? Mais ensuite, du coup, elle n'avait pas été, du coup, elle a commencé comme ministre sous Macron. Voilà, issue d'une famille, nana. Études et formations, 2 années de classe scientifique, concours entrée à l'école polytechnique, corps des ponts et chaussées, l'école nationale des ponts et chaussées, le Master of Business, déjà c'est un nom anglais, ça sonne de classe, diplôme international d'études supérieures de plus haut niveau dans le domaine de la conduite globale des affaires. Oui, ça a l'air d'être un de haut niveau, oui, Business Administration, collège d'ingénieurs. Donc, gros CV universitaire. De toute façon, c'est une technocrate. Sur le point de vue purement technique et de formation, on ne peut pas dire qu'elle ne maîtrise pas. On peut pas dire qu'elle ne maîtrise pas. C'est une technocrate. Par contre, clairement, c'est sur l'aspect connaître le quotidien des gens qu'elle sait être un peu plus léger. Et en tout cas, elle semble clairement avoir des choix et des logiques politiques qu'elle a menées en tant que ministre sur les différentes réformes qu'elle a menées. Ça, c'est clair. C'est vrai, un truc, il y a pas moyen de récupérer le lien de ce live en particulier.
l'impression. Pas l'impression. Pas l'impression. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais du coup, elle a été, bon, elle était marquée comme proche du PS, mais au sein du PS, elle était vraiment proche de la ligne macroniste. Elle a travaillé avec Alexis Collère, qui était un des bras droits de Macron, qui est d'ailleurs en plein milieu, qui est dans une grave affaire aussi judiciaire et de pantouflage et tout, qui est l'une des nombreuses affaires du quinquennat Macron. Mais du coup, donc elle a travaillé avec lui pour préparer la privatisation des autoroutes. Enfin, travailler sur les autoroutes, je crois que c'est ça. Leur ministre de là. Voilà, un groupe de travail parlementaire sur les autoroutes faisant suite à plusieurs rapports de la Cour des comptes critiquant la rentabilité exceptionnelle. Voilà. Et il y avait, ça soulignait que les autoroutes faisaient des marges exagérées, parce qu'il faut voir que il faudrait, hein, voilà, alors c'est pas forcément le sujet sur lequel je vais vous parler, mais il est indéniable que lorsqu'il y a eu la privatisation des autoroutes, l'argent au prix auquel ça a été vendu est dérisoire par rapport aux bénéfices que les compagnies d'autoroutes ont fait. Celles-ci n'ont pas respecté les clauses en plus qui étaient dans le contrat de vente, et elles se font des bénéfices énormes, des marges énormes. Et la Cour des comptes a souligné qu'il y avait quand même un problème à ce niveau-là, au niveau de l'ampleur des marges et des bénéfices qu'elles faisaient, et voilà, qu'il fallait réagir. Il fallait, voilà, tout le monde dire, voilà, ça serait bien qu'il y ait des mesures qui soient prises pour tenter d'encadrer ça. Et ça, d'ailleurs, faire baisser notamment les prix des péages, ça aurait permis de faire baisser les prix des péages, ce qui pourrait ne pas être un luxe pour les usagers. Mais de fait, elle s'y opposait, et en tout cas, elle a considéré, enfin, elle a défendu l'idée que dans l'État, il ne pouvait rien faire. On va laisser donc les compagnies privées se faire des bénéfices. Donc, elle avait déjà un peu un CV pas forcément génial. Mais en plus, en tant que ministre, c'est pas beaucoup mieux en tant que ministre. Donc, en tant que ministre, en 2017, elle rentre dans le premier gouvernement sous Macron comme ministre chargé des Transports. Et à ce poste, ça va mener une réforme de la SNCF, avec notamment l'ouverture à la concurrence, à chaque fois, il faut savoir que l'ouverture à la concurrence a toujours eu tendance à faire monter les prix et à baisser la qualité du réseau, notamment en Angleterre, ça a été une catastrophe. Et donc, elle a mené une réforme pour appliquer ce genre de choses en France, et aussi s'attaquer au statut de l'entreprise, au statut des agents SNCF. Et donc, il y a eu une grande opposition. D'ailleurs, j'ai participé à l'opposition à cette réforme. Réforme aussi qui fragilisait le fret ferroviaire. Alors que le fret ferroviaire, c'est quelque chose de très écologique, parce que transporter par train plutôt que par camion, ça fait polluer beaucoup moins. Il y a notamment le transforme, donc du coup, qui est dit là, le train de fruits, légumes Perpignan-Rungis, qui a repris, mais qui avait fermé un temps, et est remplacé par des camions. Donc niveau écologie, c'était pas cool. Et aussi tout ce qui est petites lignes, le maintien en place des petites lignes est pas du tout favorisé par la réforme qu'elle a menée. Mais malgré l'opposition qu'elle avait face à elle, elle en a eu rien à faire, et elle est passée, et c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans d'autres aspects de la politique qu'elle a menée. Parce qu'après, elle a été à l'écologie après la démission de François de Rugy, qui lui aussi, suite à l'affaire des homards, Omar me l'a tué, elle est passée à l'écologie. Elle est reconnue comme quelqu'un qui maîtrise les dossiers, bon ça, c'est pas trop de doute. Mais beaucoup de monde sait qu'elle a déjà eu des déclarations pas très favorables à l'écologie, notamment elle est contre la taxation du kérosène dans l'aviation, alors que l'aviation, c'est vrai qu'écologiquement, c'est quand même assez critiquable. Et ouais, beaucoup de gens ne faisaient pas confiance. Elle a défendu la loi énergie-climat, qui me semble être très insuffisante aussi. Meilleure prise en compte des enjeux énergétiques et climatiques, en particulier dans la suite du Grenelle de l'environnement. Euh,
objectif de sortir des énergies fossiles. Mais ouais, c'est le problème, c'est des objectifs ambitieux à chaque fois, mais souvent avec des manques de moyens. Donc après, sur le nucléaire, voilà, gérer le dossier de l'EPR. Ah oui, c'est ça que j'avais vu. L'abandon du projet Europa City, mais en maintenant le projet d'urbanisation du triangle de Gonesse et celui de la gare de Servant. Donc elle arrête un projet tout en maintenant en place des aspects très critiqués du projet du budget d'un méga complexe qui était critiqué sur l'aspect écologique, en tout cas de l'environnement sur lequel il était installé. Après, c'est vrai que c'est un dossier que je maîtrise pas trop celui-là. Euh, Ah oui, elle reporte 2020-2026 l'enlèvement de la huile de palme dans la liste des biocarburants. C'est-à-dire que l'huile de palme est encore dans la liste des biocarburants, ça aurait dû être effacé en 2020, mais sous son gouvernement, ça a été repoussé en 2026. Alors que l'huile de palme, c'est vachement écologique. Oui. Attends, et après, si vous êtes d'accord, le gouvernement met un avis favorable, puis après, finalement, elle rétro-pédale. D'accord. Ouais, bon, c'est peut-être surtout qu'elle s'est rendu compte que ça avait choqué l'opinion. Voilà. Et puis oui, là, il y a sa propre affaire aussi, qu'elle est accusée dans Marianne d'avoir omis de déclarer un poste qu'elle a détenu dans la déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, parce que quand on est ministre, on doit faire une déclaration de la haute autorité pour la transparence de la vie publique sur les postes qu'on a occupés, les revenus qu'on a eus, pour tout ce qui est notamment conflit d'intérêts, et que ça soit au moins voilà, transparent. Et elle a omis de déclarer certaines choses. Euh, donc, on peut se demander pourquoi elle a voulu ne pas dévoiler certaines choses. Donc ensuite, elle est passée au ministère du Travail. Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Elle succède à Muriel Pénicaud, qui avait été jusqu'à là ministre du Travail. Et là, c'est en tant que ministre du Travail qu'elle a fait une grosse réforme de l'allocation chômage, qui a conduit à faire perdre des droits à pas mal de personnes, à plusieurs dizaines de milliers de chômeurs, mais également à rendre plus difficile de renouveler ses droits au chômage. Il faut travailler plus longtemps pour avoir le débloqué des droits. Donc c'est notamment pour tout ce qui est travailleurs dans le saisonnier, où c'est devenu beaucoup plus difficile d'avoir droit aux allocations chômage. Ce qui fait du coup qu'il y a moins de gens qui veulent travailler dans le saisonnier parce que bah, ça les met dans la merde financièrement. Et ça contribue aussi au fait qu'on trouve beaucoup moins de saisonniers aujourd'hui. Parce que voilà, si tu sais que quand tu bosses 4 mois, alors je vais retrouver la réforme, mais si tu sais que si tu bosses une saison, ça ne t'ouvre pas de droit au chômage, bah, tu es obligé de faire autre chose que saisonnier. Euh, Ce qui est aussi le cas, c'est qu'il y avait, beaucoup de gens ont critiqué cette réforme. Il y a eu l'opposition de l'ensemble des syndicats, des associations, de tout ce qui est intermittent saisonnier, qui ont tenté de rencontrer Elisabeth Borne pour lui dire voilà, que cette réforme n'allait pas. Cette réforme a été retoquée 2 fois par le Conseil d'État.
parce que elle était hein, parce qu'elle était inégalitaire surtout. Il faut voir que c'est une réforme qui sur le mode de calcul, il y a un mode de calcul un peu compliqué qui fait que tu peux te retrouver avec le même salaire, le même nombre d'heures de travailler, en fonction de critères arbitraires, avoir plus ou moins. Et donc, c'est cet aspect-là qui a été retoqué par le Conseil d'État 2 fois, et elle a décidé quand même de passer une troisième fois, après que la composition du Conseil d'État avait évolué. Elle est repassée avec quasiment le même projet de loi, qui cette fois est passé. Donc on lui dit 2 fois, non, cette projet de loi ne convient pas. Et d'habitude, quand le Conseil d'État retoque, on écoute ce que dit le Conseil d'État et on modifie la loi pour le rendre applicable au Conseil d'État. Elisabeth Borne ne l'a pas fait. Donc on est sur quelqu'un qui, on a l'air de ne pas en avoir grand-chose à faire du dialogue social, clairement pas. Et ça annonce pas des bonnes choses pour le quinquennat qui arrive, en tout cas si elle reste Première ministre. S'il y a une majorité d'En Marche à l'Assemblée nationale, on peut craindre qu'un soit une Première ministre qui soit encore moins dans le dialogue et encore moins dans la concession face à une opposition que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Alors que déjà jusqu'à présent, c'était pas top top à ce niveau-là, mais ça va être compliqué. Mais notamment dans cette réforme de question chômage, c'est qu'il faut travailler plus de mois pour ce qu'il faut à la base, il faut travailler, alors je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais il faut travailler un certain nombre de mois pour, parce que moi j'ai pas encore trop confronté à ce problème-là. J'ai une amie saisonnière qui saura sûrement mieux vous en parler, enfin qui saurait sûrement mieux vous en parler s'il était là, mais parce qu'elle est directement confrontée au problème, j'en reparlerai, je vais la voir vendredi en plus. Mais en tout cas, voilà, il faut travailler plus de mois, et il y avait un certain nombre de mois avant pour pouvoir que ça te débloque des nouveaux droits au chômage à partir de ce que tu as travaillé. Ce nombre de mois a été augmenté, ce qui fait que certains saisonniers ne travaillent plus assez de mois dans l'année pour avoir droit au chômage. Donc, être saisonnier n'est plus du tout intéressant. Et donc, beaucoup de gens se détournent de ça, d'où le fait qu'on ne trouve moins de saisonniers aujourd'hui, entre autres. Il y a d'autres raisons aussi, notamment qu'avec le Covid, beaucoup de saisonniers ont dû travailler dans d'autres domaines pendant quelques temps, et ils ont pu se plaire dans ces autres domaines ou trouver quelque chose de plus stable, et donc finalement ne pas revenir. Donc il y a les deux qui ont joué, mais clairement la réforme d'Elisabeth Borne a contribué à dégrader les choses, et puis il y a tout l'aspect inégalitaire et la méthode dont ça a été fait. Je sais qu'il y avait une vidéo, je vais vous la mettre sur le sujet. On va se la mettre pas forcément en entière parce qu'elle est un peu longue. Donc ça charge, je récupère le truc. Mais clairement, c'est pas. Certains l'ont présenté comme quelqu'un de gauche. Alors oui, elle vient du PS comme Macron, qui a été un temps au PS, mais clairement, quand on voit les choix politiques qu'elle a fait depuis qu'elle exerce ses responsabilités, et même les choix politiques qu'elle faisait, même voilà, quand elle était simple conseillère, déjà, on était sur des choix euh, qui étaient très critiquables. Donc elle a un bilan qui n'est pas très rassurant. À ce niveau-là. Alors oui, voilà, sur l'organisation écologique, forcément, elle peut se targuer d'être quelqu'un de sensibiliser à la question écologique. Et oui, il y a eu quelques réformes, évidemment, parce qu'il y a une urgence et forcément, il y a des choses qui ont été votées. Mais il y a quand même souvent, c'est plus de l'esbrouf et un manque de moyens concrets et parfois des mesures qui ont été concrètement anti-écologiques, notamment toutes ces attaques contre le ferroutage, contre le développement, le redéveloppement des chemins de fer, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de petites lignes qui sont remplacées par des bus qui restent plus polluants. On a, ou encore pire, remplacés par des déplacements en voiture. Et notamment dans le Cantal, on est très exposé à ça. Il y a beaucoup moins de lignes. Nous, aujourd'hui, à Champagnac, là, le gare du relier en train le plus proche est à 3 quarts d'heure. C'est pas proche du tout. J'ai des amis qui sont venus me voir en train. J'ai dû faire 3 quarts d'heure 2 fois pour aller les chercher et les ramener. Enfin, 2 allers-retours. C'est quand même un peu loin. Un peu loin. C'est pas hyper écologique. Alors certes, tu peux poursuivre le trajet si tu as la chance d'avoir un bus, parce qu'il y a des bus qui font le trajet, mais il y a moins de bus que de trains, donc il faut tomber sur les bons horaires. Et puis le bus, ça reste moins écolo que le train. Est-ce que vous avez le son? Oui, j'ai le son. Quand j'ai appris la possible nomination d'Elisabeth Borne, j'ai pensé à toi immédiatement.
parce que tu as été en contact avec elle pour défendre les précaires, les intermittents, etc. Et puis tu m'as dit ton incompréhension, ce que tu ne croyais pas vraiment, et là c'est officiel, donc Donc là, tu viens d'assister comme moi à cette passation de pouvoir entre les deux. Alors ma première question est simple, c'est alors, est-ce que tu es ému de retrouver Elisabeth Borne à ce poste de Premier ministre? En fait, je t'assure, c'est comme vraiment un gros coup de bambou. donc lui, c'est un comédien qui est membre de la coordination des intermittents et précaires, donc il défend la situation des intermittents, qui forcément sont des gens aussi qui n'ont pas rarement des travails de manière régulière, qui ont pas mal souffert du Covid, mais qui aussi souffrent de la réforme de l'assurance chômage. Et du coup, il a été amené à négocier avec Elisabeth Borne dans ce cadre-là, en tout cas avec les services d'Elisabeth Borne sur cette réforme qu'elle souhaitait mener. Qu'ils allaient oser. C'est-à-dire qu'elle a un visage sympathique et elle paraît discrète, avenante, et en plus, comme elle se fait passer pour une femme de gauche, tout passe. Mais quand on sait que c'est la personne qui a fait passer la pire réforme de toute l'histoire de France politique, la pire réforme, il n'y a pas pire réforme, c'est pas parce que l'assurance chômage c'est mon truc, hein, mais je peux prouver que c'est la pire réforme, non seulement de l'ère Macron, mais en plus de toute l'histoire des droits sociaux français, la pire des régressions. C'est pour ça que je l'ai appelé, ouais. Donc, quand elle a dit à Castex qu'ils avaient mené des combats, en tout cas, elle a mené des combats pour la précarité et pour la pauvreté, ça c'est sûr. Merci pour les nombreux combats que nous avons menés ensemble, précisément, au service des Français. Parce que, avec sa réforme, déjà, un chiffre tout simple, on ne va pas donner mais il faut bien que les gens sachent que grâce ou à... Ah, ça rame. Ou à cause, mais on va dire grâce, puisqu'elles sont tardes, grâce à sa réforme, tous les mois, il y a 20 000 chômeurs en moins qui sont indemnisés. C'est-à-dire qu'il y avait 20 000 chômeurs qui avaient, si on prend... Donc, 20 000 chômeurs déjà qui perdent l'accès au chômage. Par mois, qui, s'il n'y avait pas eu de réforme, auraient été indemnisés et qui sont privés d'indemnisation. Rien par le durcissement des critères d'accès, hein, par le durcissement des critères pour rentrer dans l'assurance chômage. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, elle a fait passer cette réforme qui tape très fort sur les plus précaires, qui tape très fort sur les plus précaires, parce que si vous bien entré, une fois que vous êtes entré, vous vous faites taper dessus. Elle a fait passer cette réforme par un déni de démocratie, puisque le Conseil d'État s'y est opposé, et là, pour la première fois dans l'histoire de France politique, elle a dit, on s'en fout du Conseil d'État, ils disent ça parce que c'est conjoncturel, parce qu'on est en pleine crise, alors je reprends le même texte, je dis bien le même texte, à la ligne près, et je le reprends. Ah oui, donc elle a même pas modifié. Je pensais qu'elle avait modifié quelques détails, mais même pas. Elle reprend exactement le même texte. Vous avez dit non? Bah dites oui maintenant. 3 mois après. D'accord? Et là, pourquoi le Conseil d'État, 3 mois après, en urgence, n'a pas retoqué le texte une troisième fois, parce qu'il avait été retoqué 2 fois avant, parce que simplement, il y a eu changement du nom des juges du Conseil d'État, dont les 2 principaux étaient des grands amis de Macron. On était en novembre, la campagne avait commencé, même si Macron n'était pas rentré en campagne, et pour des raisons politiques, ils ont validé un texte qui est inégalitaire au niveau du droit et qui n'aurait jamais dû être validé. Et pour passer en force, elle est tellement furieuse que la réforme au Conseil d'État soit annulée en juin. Mais en plus, non seulement elle passe en force, mais en plus, si on ose lui dire non, elle n'a pas l'air de bien le prendre. En plus, ça a l'air d'être quelqu'un qui prend bien la contradiction. Donc non seulement ouais, elle passe en force, elle réagit mal quand on la contredit. Je suis pas rassuré si elle reste première ministre, hein, personnellement. Là, elle était tellement furieuse qu'en juin dernier, elle a viré son directeur de cabinet et son conseiller chômage. Et bon, oui. Bon. Alors pour les initiés comme toi ou un peu comme moi qui connaissons ces questions, quand j'ai vu sa nomination, j'ai immédiatement pensé à ça, si tu veux. Mais il faut peut-être que tu expliques un peu mieux aux gens qui nous écoutent le contexte, à quel titre tu parles, puisque là, on parle des précaires et des intermittents qui ne sont pas les intermittents du spectacle, on parle d'à peu près 1 million de personnes en France, et cette... Un peu plus. Et cette plainte au Conseil d'État était portée entre autres par toi, et donc tu étais... Oui, par les syndicats, surtout par la CGT, d'accord. Et moi, je faisais partie de ceux qui ont donné des idées pour que le dossier
Oui, mais tu es une sorte de médiateur, en tout cas, c'est toi qui trouve les mots, tu es comédien, donc tu étais une figure importante de ce mouvement-là. Et surtout, tu as été, on a eu des conversations ensemble, c'est un moment d'ailleurs que je ne t'ai pas vu, mais pour ça, je suis aussi malheureusement content de te voir ce soir, où tu étais dans la mécanique du truc, donc tu étais en négociation directe avec elle, sauf que elle ne voulait jamais apparaître. Elle envoyait toujours des sbires à sa place. Est-ce que tu pourrais contextualiser tout ça et nous l'expliquer? Moi, je fais partie de la coordination des intermittents et précaires, donc pendant longtemps, j'ai défendu, porté le dossier des intermittents du spectacle, celui qui est très médiatisé. Et puis là est arrivé le dossier des intermittents de l'emploi, qui, je rappelle, sont exactement comme les intermittents du spectacle, sauf qu'ils ne travaillent pas dans le spectacle. Hein. Mais quand vous êtes un guide conférencier, quand vous êtes un maître nageur l'été, saisonnier, ou quand vous êtes un extra de l'hôtellerie et restauration, et ben, des fois, parce que vous bossez pour les traiteurs, vous bossez le vendredi et le samedi, mais vous ne bossez pas le lundi, le mardi, les mercredis. Donc c'est exactement comme nous, ils sont multi-employeurs et ils travaillent avec des contrats gruyères, des contrats courts. Bien. Voilà, ça, donc c'est les personnes qui se retrouvent dans un genre de contrat très court qui sont très pénalisés, donc notamment les saisonniers. Donc voilà, c'est un peu le présentation vite fait d'Elisabeth Borne, d'un bilan mitigé. Alors oui, j'ai été un peu négatif sur son bilan, c'est sûr, mais c'est clair que c'est pas quelqu'un quelque chose qui me rassure. Mais bon, en tout cas, voilà. Mais écoutez, je vais couper le live pour ce soir. Mais voilà, c'est pas une bonne nouvelle, je pense. Bon, au moins, elle a pas parlé d'histoire. Elle dit pas de la merde sur l'histoire. Ce qui est déjà un point positif, parce que c'est pas le cas de tous les hommes politiques dans ce pays. Loin de là. Mais en tout cas, je vais vous laisser pour ce soir. On se retrouve en live. Je sais pas trop quand. Je sais pas trop quand on se retrouve en live. Mais voilà.